Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie de notre matinée à l'école alsacienne, seconde partie qui sera consacrée aux réactions, aux questions, aux objections et aux contestations, rares contestations, du public et pour laquelle sont réunis Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et essayiste, Marc-Olivier Padis, directeur de la rédaction, des études de la Fondation Terra Nova et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick.fr. La première question, madame, est pour vous. Merci beaucoup. Alors, ma question porte sur le réarmement moral. Ça fait plusieurs fois que je viens vous écouter et je vous entends dire qu'il faut aller dans les lycées, parler, expliquer. Vous avez aujourd'hui une option qui s'appelle Histoire géopolitique pour les premières et terminales. Avez-vous essayé d'aller leur parler, de leur inciter à couper leur téléphone, à lire et à vous poser des questions et à s'écouter parler? Alors, madame, comme vous le savez, sauf à risquer de se retrouver en garde à vue, on n'entre pas dans un lycée en disant « je vais vous parler ». Approcher mes enfants, etc., etc. Donc la réponse à votre question est non. Est-ce que nous sommes disponibles pour d'éventuelles rencontres avec des lycéens? Chacun répondra en fonction de son emploi du temps, mais je pense que grosso modo, si disponibilité nous avons, ce serait volontiers le cas. Sauf que peut-être l'un des endroits où il me semble qu'il faudrait aller parler, c'est plutôt Sciences Po. Je veux dire, j'ai personnellement quitté Sciences Po, j'avais enseigné pendant presque un quart de siècle, quand il a été clair que l'enseignement de l'histoire était réduit à sa plus simple expression. Donner un exemple, quand Michel Vinocq a quitté Sciences Po, l'âge de la retraite l'y obligeant, l'enseignement qu'il assurait, qui était celui de l'histoire des idées politiques, qui était obligatoire, a été supprimé par Richard Descoings et par la direction de l'époque. Et au fur et à mesure des années, cet enseignement de l'histoire a été réduit à la portion congrue. Je pense que ça explique un certain nombre de comportements mal fondés qu'on a pu observer ces derniers temps dans ce qui a été un des grands lieux de l'enseignement de l'histoire générale, mais aussi de l'histoire économique et de l'histoire des idées. Donc, oui, je pense que ça fait partie. Alors, évidemment, réarmement moral, c'est lié à une expression qui date du siècle dernier et qui était utilisée par des gens dont on voyait bien qu'en matière de réarmement, ce qu'ils voulaient essentiellement, c'était désarmer les luttes sociales. Donc, il faudrait trouver un autre terme. Mais il y a en effet lieu de remettre sur le métier cet enseignement de l'histoire sans essayer d'en tirer des conséquences trop optimistes. Enfin, nous, on sait toujours, Jean-Louis. je crois que tu peux ajouter qu'on sait toujours, dans les différentes formes qu'a revêtues notre petite compagnie, on s'est toujours prêté à des échanges très soutenus au sein des établissements scolaires, oui. À Paris et en province. Oui, oui. Donc ça, je crois que c'est conforme à notre raison d'être. La difficulté, on l'a toujours fait, tu as raison de le rappeler, on l'a toujours fait depuis le début, de 1998, la création de cette émission, à 2017, comment est-ce qu'on peut dire, la terminaison de cette émission sur l'antenne de France Culture. La différence, c'était que quand on le faisait, France Culture considérait, et Radio France considérait qu'il était de son devoir de financer les déplacements, même si en général les lycées ou les universités arrivaient à obtenir de la région notamment un financement complémentaire. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Depuis lors, France Culture a considéré qu'il était de son devoir de nous couper la chic. Oui, mais surtout, voilà, ça coûte cher. Les déplacements coûtent cher parce qu'il faut un matériel pour enregistrer que les lycées et les universités n'ont pas nécessairement. Loin s'en faut. Il faut que notre ingénieur du son puisse se déplacer, etc., etc. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça risque d'être difficile.
Attendez, je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui... Attendez, pardon. Je voulais tous parler, c'est le bordel ici. Je voulais juste ajouter quelque chose. Le nom de Nicole Niesotto a été cité. Nicole était depuis plusieurs années l'une des chevilles ouvrières d'une très belle initiative dans le registre réarmement intellectuel ou moral, qui était le Forum Normandie pour la paix de la région Normandie, dont le président est l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin. C'est un forum, Jean-Louis y est peut-être allé, Nicolas aussi, je ne sais pas, qui se tenait au mois de septembre et qui était consacré aux enjeux géopolitiques. Et la spécificité de ce forum, c'est que toutes les classes, notamment de secondaire de la région Normandie, étaient conviées à venir et on se trouvait dans les différents panels géopolitiques à parler devant des élèves. C'était vraiment formidable et je le cite parce que Nicole y a beaucoup participé. Eh bien, bizarrement, et je n'en connais pas les raisons, cette année ça n'aura pas lieu, j'imagine pour des raisons financières, mais voilà une initiative, un forum géopolitique où les enseignants étaient vraiment priés d'amener leurs élèves et leurs étudiants. Je trouve que ça pourrait être copié dans d'autres régions. Le modèle existe, il suffit de le demander à Monsieur Morin. Pardon, l'idée qu'on demande quelque chose à Monsieur Morin me fait un peu d'effet. Nicolas Bavrez. Juste d'un mot, parce qu'effectivement, le terme, le mélange réarmement moral, ça peut être diversement interprété. Pour dire, et Jean-Louis Bourlange l'avait déjà souligné dans des émissions précédentes, que ce qui justifie cette expression, c'est que alors que la France traverse une vraie crise nationale, qu'il n'y avait plus vraiment de projet politique, que l'Europe se demandait un peu quel pouvait être son projet ou sa vision, là, on a vraiment un enjeu qui est décisif, c'est-à-dire que maintenant que les États-Unis sont en train de faire éclater la notion d'Occident et divergent de la démocratie, l'Europe a aujourd'hui un enjeu historique qu'elle n'a pas eu ou qu'elle avait perdu au cours du XXe siècle, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de faire survivre la liberté politique au cours du XXIe siècle et de maintenir cet héritage qui est l'héritage de la raison, de la liberté et de l'humanisme. Et c'est là où on a une vraie dimension qui est une dimension intellectuelle et morale. Oui, je voudrais dire, je rappelle le discours de Churchill. Je crois que c'est exactement. Moi, je suis très très inquiet sur l'avenir sur le devenir de l'Europe depuis des décennies. Mais là, je crois que devant les épreuves qui sont les nôtres, à l'est et à l'ouest, nous sommes exactement dans la situation, enfin mutatis mutandis bien sûr, mais exactement dans la situation que décrit Churchill le 18 juin 1940 dans son discours qu'il fait au même moment que celui du général de Gaulle, que l'appel du général de Gaulle, et où il explique à la fin de son discours que les Britanniques sont seuls. Ils sont seuls à défendre la civilisation. Il montre très bien exactement ce que vient de dire Nicolas, que l'enjeu, c'est une certaine idée de l'homme, de ses devoirs, de ses droits, de la civilisation. Et il dit, nous sommes seuls, et c'est pourquoi nous allons gagner ce combat, et ce sera, c'est le titre qu'on donne toujours à ce discours, The finest hour of our history, la plus belle heure de notre histoire. Eh bien, les Européens, peut-être, s'ils sont à la hauteur de la situation, devraient vivre les plus belles heures de leur histoire. Oui. Bonjour à tous. Moi, j'avais 2 petits points. Le premier, c'était pour inviter tous les auditeurs à contribuer au financement de votre émission, et ce, de manière régulière. Alors, est-ce que vous pouvez répéter ça lentement? Non, mais et surtout de manière régulière. Parce que une bonne presse, une presse libre et indépendante, c'est une presse qui est financée, et voilà. Et nous, en tant que lecteurs, on peut pas juste être passif, et il faut soutenir des démarches qu'on trouve intéressantes. Alors, juste parce que, puisque vous me tendez la perche, oui, c'est très important que le soutien soit un soutien régulier. Je veux dire par là que tous ceux qui veulent nous soutenir et qui le font sous la forme d'une contribution mensuelle, leur contribution mensuelle nous donne sur notre financement une visibilité qui est extrêmement importante. Et puis en plus, ça élimine le risque qu'on avait mesuré l'année dernière, qui m'avait fait vous annoncer qu'on allait arrêter, et c'était pas juste pour faire peur, qui est que les personnes qui contribuent de manière ponctuelle, par l'envoi d'un chèque, quelquefois d'ailleurs très généreux, mais au bout d'un moment, elles oublient.
parce qu'elles continuent à recevoir automatiquement dans leurs oreilles ou sur leur ordinateur ou sur leur téléphone les émissions, et elles ne pensent pas qu'il est nécessaire elles pensent plus qu'il est nécessaire. Donc, pensez, si vous êtes un contributeur ponctuel, pensez à renouveler votre contribution chaque année. Et si vous pouvez devenir un contributeur, quelle que soit l'importance de la somme, si vous pouvez être un contributeur mensuel, ne vous en privez pas. Puis enfin, pardon de vous voler la parole, mais c'est aussi une réponse à ce que vous avez dit, madame, en suggérant d'aller dans les lycées ou dans les collèges ou dans les universités. Évidemment, tout ce que nous pourrons avoir comme financement au-delà du financement régulier de l'émission nous permettra au moins de contribuer à des déplacements de cette nature. Mais vous avez sans doute une question. C'est comme l'Ukraine, en somme. Faut pas interrompre l'aide. Et il faut même l'augmenter. Mon deuxième point, c'est plutôt une question d'enfant. Pour être honnête, c'est que avec plusieurs amis, on s'est fait le même constat. C'est que on se sent passif face aux événements qui arrivent. Et j'avais une question à vous tous. C'est, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, qui vivons notre vie de tous les jours, et on sent ces grands événements et tout ça nous échapper. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une question d'enfant. C'est, à votre avis, à notre stade, notre statut de simple citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire connaître le nouvel esprit public, c'est déjà... Non, je blague pas. En même temps, je veux dire, non, pas seulement le nouvel esprit public, mais aussi le Grand Continent, mais aussi Telos, mais aussi le Courrier International. Enfin, dire, faire en sorte que... Il me semble qu'un des combats principaux, c'est le combat contre la désinformation et le bidonnage dont j'ai parlé à propos de Libération, mais qui est constant, qui est relayé sur les réseaux sociaux et répété ensuite dans des tas d'endroits. Alors au moins, puisque nous faisons partie des gens qui ont reçu une éducation et que dans ce milieu-là, le bidonnage existe aussi et la désinformation existe également, je crois qu'une des premières choses que chacun peut faire, c'est de faire circuler des moyens d'information qui sont des moyens accessibles à n'importe qui. Il n'y a aucune complication dans les papiers de Telos ou dans les papiers du Grand Continent qui sont tout à fait remarquables. Il y a même beaucoup d'intérêt et de plaisir à les lire. Donc je pense que c'est un des éléments, mais mes camarades ont sûrement d'autres idées. Philippe ? Oui, Nicolas. Moi, j'avais deux suggestions à vous faire. La première, c'est que pour tous les citoyens dans une période comme celle-là, on parlait de l'enjeu de la liberté. Il dépend de chacun d'être du côté des passions collectives, des extrémistes, ou d'être du côté de la raison et de la modération dans une période qui n'y incite pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous vous intéressez aux questions militaires, il y a la réserve. Il y a deux types de réserves, la réserve active et la réserve dite citoyenne, qui permet et qui est importante. Pourquoi ? Parce que dans le grand rétrécissement qu'on a eu de l'outil militaire, en fait, l'armée est aujourd'hui absente d'une majorité du territoire français, alors qu'elle était avant extrêmement présente. Donc le fait d'avoir des gens qui sont prêts à consacrer un peu de temps à s'intéresser à l'institution militaire, à comprendre et à passer un peu de temps pour comprendre les enjeux aujourd'hui, parce que c'est pas les armées d'aujourd'hui sont pas celles des années 90 ni celles des années 70, et par ailleurs à expliquer un peu à quoi ça sert à la population. Comme on l'a dit, si on doit faire payer les Français, le moindre des choses, c'est qu'ils comprennent pourquoi d'abord l'objectif et à quoi ça sert. Donc il y a quand même des moyens aujourd'hui effectivement de s'engager au service de la défense de la démocratie et de la liberté. Jean-Luc Bourlange. Oui, je voudrais dire un mot ce qui vous montrera que je ne suis pas totalement fâché contre Philippe Meyer, bien qu'il essaie assez régulièrement de me couper la parole. Sans succès, reconnaissons-le. Mais non, je voudrais rendre hommage à deux personnes qui font exactement le travail qui a été décrit. Philippe d'abord. Il faut voir, on est entre nous, bien sûr. Ça ne sortira pas de Paris. Quand nous avons été amenés à secouer par les problèmes de France Culture, la question était de savoir si on allait sous une forme ou sous une autre reprendre le relais, continuer.
Et Philippe a pris l'initiative. Nous l'avons ici. Ceux qui sont ici l'ont soutenu avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de constance, et en sont à la fois très fiers et très heureux. Et il faut dire qu'il a commencé, et nous avons commencé, il le rappelle, avec rien dans les mains, rien dans les poches. On a donc essayé de faire ça. Et à Telos, je soutiens aussi avec pas mal d'amis les activités de Telos, Gérard Grimbert, grand politologue, qui était à la retraite, a décidé lui aussi de lancer cet organe sans aucun moyen financier, sans aucun support, avec deux, trois amis, quelques intellectuels qui étaient très dévoués, très décidés à l'aider, et ça a peu à peu pris forme. Et maintenant, c'est un média, c'est un contributeur à l'expression de quelque chose d'important qui compte. Alors, je voulais quand même saluer cette espèce de désintéressement et cette vertu de l'entreprise individuelle, parce que ce sont deux entrepreneurs individuels qui ont illustré la célèbre maxime du regretté poète belge Henri Michaud: ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Je voudrais dire que essayer de faire atterrir Jean-Louis Bourlanges quand il s'est lancé me fait toujours penser à cette phrase de Camus: « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Quelqu'un ici, quelqu'un là aussi, non, je crois, j'ai vu là aussi après, ensuite, monsieur, et ensuite le derrière. Merci bien. J'en reviens toujours encore au réarmement. C'est pas encore les États-Unis. Vous êtes tous entendus pour dire que, en fait, on avait besoin, on pensait au réarmement au niveau européen, impensable de le faire au niveau français uniquement. Aujourd'hui, l'Europe, vous avez dit également qu'on avait finalement autant de moyens, avant même de parler de moyens économiques, de moyens même militaires déjà, qui sont à la hauteur de ceux de la Russie. Le seul problème, c'est qu'on est fragmenté, dispersé, on n'a pas les mêmes matériels, on n'a pas les mêmes lignes de commandement et toutes sortes de choses. Donc, si on veut penser à une Europe de la défense d'une manière ou d'une autre, comment est-ce que vous la verriez de manière efficace à court terme, d'une part, c'est-à-dire est-ce que c'est, et surtout à 10 ou 20 ans, qu'est-ce qu'on a comme vision pour ça? Comment vous le verriez? Est-ce que c'est reconstituer une communauté européenne de la défense? Est-ce que ce serait un sous-OTAN? Est-ce que ce serait la communauté des willing, comme on dit? Comment vous le verriez-vous de manière efficace pour coordonner l'ensemble et le faire fonctionner efficacement et être crédible? Richard Verly, puis Jean-Louis Bourlanges. Bon, d'abord, je vais chausser ma casquette helvétique. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le réarmement est obligatoirement européen. Je le pense, c'est ma conviction. Mais vous pouvez avoir une autre approche des choses, et il me semble qu'en France, une partie des responsables politiques ont cette approche qui consiste à dire que, au fond, la bonne défense serait une défense de la France, une défense nationale, une défense à l'intérieur de ses frontières, et au fond, on démantèle l'Union européenne, et à ce moment-là, la menace de Moscou se trouvera fort éloignée, puisque Paris n'est pas quand même à la même position géographique que Kiev. Je crois qu'il faut quand même le dire, par honnêteté. On peut imaginer que le retour à une défense nationale à l'intérieur des frontières soit viable. Je ne le pense pas, mais dire que c'est impossible, c'est un très mauvais service à rendre au débat démocratique et à la démonstration qu'on va faire. Ça, c'est la première chose. Donc, la question, c'est est-ce qu'une défense nationale française aurait du sens? Ayons le courage de poser la question. Et si la réponse est négative, ce que je crois, à ce moment-là, réfléchissons à la défense européenne, mais n'oublions pas la première étape. Alors, en ce qui concerne la défense européenne, moi, je vois dans l'immédiat 3 choses. Il y a un débat sur l'OTAN et la pertinence des mécanismes. Je ne parle pas de l'alliance, de la présence des États-Unis. Le fait est que l'OTAN a un certain nombre de mécanismes qui ont permis à cette alliance de vivre et de fonctionner depuis 1949, d'être la plus puissante coalition militaire du monde. Faut-il que les Européens investissent ces mécanismes et en quelque sorte ils deviennent majoritaires pour aller vite, utilisent la structure OTAN, ou faut-il mieux qu'ils créent des structures européennes, sachant que les unités militaires, elles, pourront passer d'une structure à l'autre? Il me semble à ce stade que investir
de manière européenne les structures de l'OTAN serait quand même très compliqué parce qu'à la fin, ça a été dit, il y a des verrous américains, il y en a qu'on connaît et d'autres qu'on va sans doute découvrir. Et donc, ce pilier européen de l'OTAN aujourd'hui me semble quand même être une idée compliquée à mettre en œuvre. Peut-être vaut-il mieux essayer de construire des structures européennes qui, évidemment, viendront en contrepoint ou en parallèle de l'OTAN si besoin. Ça, je pense que en termes de commandement, ça peut quand même être utile. Au niveau des équipements, on le sait, regardez les inventaires, on a besoin d'être, en gros, la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre des drones, si je vais très très vite. Et donc, dans ce domaine, il faut évidemment que l'Europe, qui n'en a pas, fasse un effort énorme, et la chance, elle s'appelle l'Ukraine, parce que l'armée ukrainienne a, dans ce domaine, acquis une expertise que n'ont aucune force européenne. Je vous donne un détail. Les derniers blindés, les derniers véhicules de transport de troupes français, ils sont très hauts, très bien conçus pour résister aux explosifs sur les routes, mais ils n'ont pas de défense de tourelle. C'est-à-dire, ils ont oublié qu'il peut y avoir une menace qui vient du haut pour une raison simple, parce qu'on pensait que ces blindés ne serviraient qu'en Afrique où il n'y a pas de drones. Donc voilà typiquement quelque chose qu'on doit faire. Et enfin, dernier élément, sur les coopérations industrielles, mais là je crois qu'à un moment donné, il va falloir quand même regarder ce que les uns et les autres savent le mieux faire. Je crois que, par exemple, prenons cet exemple-là, l'exemple du char Léopard que je citais. Les Allemands ont un savoir-faire en matière de chars, c'est incontestable, c'est le char le plus vendu au monde. Ne nous époumonons pas à essayer de fabriquer des concurrents. Voilà typiquement un exemple, on peut le répliquer, mais il faut faire l'inventaire des spécialités de chaque pays, ça existe, et s'appuyer dessus. Il faut vraiment être suisse pour venir dire en France que les Allemands ont un savoir-faire en matière de chars. Merci Richard, on le savait. Jean-Louis Bourlange. Oui, alors, une première observation sur la CED, sur la Communauté européenne de défense. Moi, ceux d'entre vous qui me connaissent bien mon parcours politique savent que je suis très favorable à des liens extrêmement forts entre les pays de l'Union européenne. J'ai toujours été complètement réfractaire à la nostalgie de la CED. La CED était une très mauvaise idée, ça ne pouvait pas marcher, il n'y avait pas d'autorité politique constituée, et s'il y en avait une, ils ont essayé d'ailleurs, c'était pas mal d'ailleurs, l'Assemblée SPAC, etc., avait essayé d'inventer un programme ad hoc, mais c'était tout à fait prématuré, ça impliquait un État fédéral, et en l'absence d'État fédéral, ça impliquait que des unités militaires étaient simplement mises à la disposition du commandement militaire américain. Donc c'était tout sauf une communauté européenne de défense, ça a échoué, et celui qui pense qui pensait à peu près ce que je viens de dire, c'est Jean Monnet lui-même, qui a dit « ça a échoué ». Donc c'était une mauvaise idée. Il avait une conception un peu darwinienne des choses et il a dit ça. Et je pense, Nicolas a beaucoup écrit sur Raymond Aron, et je pense que c'était ça la conviction profonde de Raymond Aron, qui était pourtant très favorable au développement de l'Union européenne sous des formes assez pragmatiques, il croyait aussi aux États, il avait raison, mais en tout cas il trouvait que c'était une très mauvaise idée. La deuxième chose, ce qui nous embarrasse, c'est que face aux défis, c'est que ce qui unit les Européens jusqu'à présent, c'est le bisounours. Hein, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, faut coopérer, etc. Et en revanche, ce qui fait que les grands méchants, les grands forts, etc., ils sont nationaux. Donc on a une espèce d'antinomie qui avait été combattue effectivement par l'administration américaine, par l'OTAN, par Truman, par Eisenhower, après la guerre, qui était ce qu'on a essayé de faire, c'est de lier la vaillance à un rassemblement des États qui dépasse le nationalisme. Comment éliminer le nationalisme et ne pas sombrer dans un idéalisme pacifiste. C'était ça l'idée à laquelle, dans la phase guerre froide, l'OTAN a assez bien répondu, pas parfaitement, mais assez bien répondu, et c'est à nouveau le défi auquel nous sommes confrontés, mais cette fois-ci sans les États-Unis, à partir du moment où il est clair qu'on ne peut pas faire confiance. Je dis pas que nos relations soient brisées avec les États-Unis, mais on ne peut pas faire confiance aux États-Unis pour qu'ils nous défendent. Donc voilà, alors là, sur le plan, si on combine ces deux remarques, je crois que ce qu'a dit Richard est juste, il faut être à la fois organisé et très pragmatique. Pragmatique sur l'espace, par exemple, il est exclu qu'on ne fasse pas cette défense européenne
avec le Royaume-Uni, ça me paraît absolument évident. On peut agréger sous certaines formes la Turquie, sous certaines formes. On peut effectivement solliciter, participer à des choses communes avec le Canada. Donc il faut effectivement inventer des formes, un espace politique, avec l'Ukraine bien sûr, un espace politique qui soit un peu nouveau. Et d'autre part, il faut être très pragmatique, c'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de répondre à deux problèmes, exactement celui qui a été posé par Richard sur le char, quelle est la complémentarité. Nous, par exemple, nous sommes très très faibles par rapport aux Polonais en matière de nombre de chars. On n'est pas du tout dans la course. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même la force de dissuasion. Et le président polonais vient de rappeler que c'était quelque chose qui était précieux à ses yeux. Donc là, il y a des complémentarités à mettre en œuvre. Et deuxièmement, le grand programme, ça doit être le programme d'autonomisation des forces européennes. Il faut faire un programme commun, comme on disait naguère en France, il faut faire un programme commun d'autonomisation des forces armées européennes et essayer d'effectivement économie d'échelle d'un côté, autonomisation de l'autre, pragmatisme, volonté. Mais derrière tout ça, disons-nous bien une chose, c'est que ce qui compte, c'est la volonté politique des peuples. Est-ce que les peuples d'Europe seront capables de répondre à ce que j'ai appelé l'appel de Churchill de 1940? Est-ce qu'ils seront capables de comprendre qu'il y a une vraie menace? Je ne sais pas si Morin le pense vraiment maintenant. Peut-être qu'il a arrêté son truc parce qu'il pense le contraire. Mais des gens qui considèrent que la rupture de confiance entre les deux rives de l'Atlantique n'est pas en soi une menace formidable qui pèse sur l'Europe, simplement, Poutine a changé, si je puis dire. Poutine a désormais beaucoup plus de moyens de causer des dégâts. Donc, si on ne pense pas ça, et si on n'en tire pas les conséquences, pauvre de nous. Oui, Nicolas Pavrez. Pour répondre à votre question, d'abord, un rappel sur l'équilibre aujourd'hui. Donc, en parité de pouvoir d'achat, les dépenses militaires de la Russie, c'est 462 milliards de dollars. Et les dépenses Europe, y compris le Royaume-Uni, c'est 457 milliards de dollars. Mais donc avec un PIB, rapport du PIB 1 à 10, et effort de la Russie, c'est plus de 7% du PIB, c'est 40% du budget, donc eux sont en économie de guerre. Et en fait, en Europe, la moyenne aujourd'hui, c'est autour de 1,7, ce qui montre qu'il y a une capacité de progression qui est très forte et qui permettrait en fait de remettre les choses à niveau. Alors, à court terme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les systèmes de défense, c'est comme des systèmes de transport, c'est-à-dire que un système de défense, ça se construit sur 10 ou 20 ans. Donc, on peut faire des choses à court terme, par exemple, augmenter les livraisons d'obus de 155 mm à l'Ukraine. Le système de défense européen, on va essayer d'accélérer, mais c'est pour ça qu'aussi il faut que l'Ukraine tienne, parce que c'est le temps qui nous permettent de remettre à niveau un système de défense européen. Donc ensuite, il y a les trois éléments qui ont été décrits. Comme je vous le dis, au plan politique, c'est pas l'Union européenne, c'est pas une armée européenne, c'est un directoire de puissance avec des armées qui sont vraiment opérationnelles et qui sont aptes à affronter le combat. Contrairement à ce qu'a dit Richard Verly, je pense que le seul cadre qu'on peut utiliser, parce que ça prend trop de temps, sinon c'est trop coûteux. Comme je vous le disais, les seules procédures qu'on puisse utiliser pour faire marcher les armées européennes ensemble, c'est les procédures OTAN. Et ça tombe bien, elles ne sont pas, c'est pas celles qui sont en vigueur dans l'armée américaine. Donc c'est bien ce bien commun OTAN qu'il faut qu'on utilise, mais entre Européens. Sur l'industrie, ça a été dit, c'est l'excellence des uns et des autres, avec quand même des particularités, c'est que pour la dissuasion française, et on voit que c'est quand même très important, de même qu'elle ne peut pas être partagée, elle ne peut être ni financée, ni, j'allais dire, alimentée par des technologies qui ne soient pas strictement françaises. Donc ça, c'est une contrainte. Rappelez-vous que le Royaume-Uni aujourd'hui
est dans une situation extrêmement compliquée, puisqu'ils s'aperçoivent, il y a ceux qui ont les F-35 qui dépendent des codes américains, mais la dissuasion du Royaume-Uni, le Royaume-Uni a perdu sa dissuasion et son système de renseignement avec le système Five Eyes. Donc c'est une situation... Et le dernier mot, pour donner un peu d'optimisme, c'est qu'il y a quand même des endroits dans le monde où on arrive à faire de la compétitivité, de la solidarité, de la transition climatique, de l'innovation, et où l'effort de défense est passé de 2,5 à 3,5% du PIB, c'est l'Europe du Nord. Si vous regardez les Scandinaves, ils ont construit un système sur la Baltique où ils sont en train de contrer les attaques russes sur les infrastructures. Et donc, ça montre bien qu'en Europe, on peut à la fois se défendre, monter l'effort de défense, être opérationnel et se coordonner sans sacrifier ni l'État-providence ni la transition climatique. Monsieur. Merci de me donner la parole. Je voulais d'abord assurer Jean-Louis Bourlange, l'impact de cette émission va au-delà du périphérique, puisque je rentre ce soir à Nevers pour évangéliser. D'autre part, je voudrais rassurer ceux qui s'inquiètent de l'éveil des consciences de nos jeunes, qui a un corps professoral en France, encore très dévoué, mais bien qu'il soit maltraité. J'en fais partie depuis peu et je vois au quotidien mes collègues qui ont encore la foi, y compris les jeunes professeurs. Et les élèves nous interrogent sur ce qui se passe. C'est une réalité. Tous les jours, on commande l'actualité. Bon, il se trouve que je parle d'économie, de droit avec eux, donc forcément c'est plus facile, mais au-delà de l'histoire. Donc ça, c'est autre chose. Et ma première question en fait, c'est est-ce que vous pensez, si vous voulez, qu'il y a un débat serein sur l'effort de défense, qu'il est judicieux de condamner, de dévaloriser le conclave sur les retraites, alors que c'est un sujet qui tient à cœur aux Français. Le problème du débat public en France, c'est que c'est l'élite qui décide pour les masses, et c'est aussi la décision politique, puisqu'on a un système où c'est le président qui décide tout seul. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que les deux débats ne peuvent pas être menés de front, puisque les deux intéressent les Français? Alors, une seule réponse pour pouvoir en répondre à d'autres questions. Marc-Olivier Padis. Je voudrais d'abord rebondir juste sur ce que vous avez dit sur l'éducation nationale. L'éducation nationale a développé en lycée un nouveau programme de géopolitique qui tombe quand même très très bien, puisque ça n'existait pas, c'est ni l'histoire ni la géographie, c'est vraiment la géopolitique, et c'est dans les nouvelles options qui sont proposées première terminale aux lycéens, et je dois dire, pour avoir eu l'occasion de regarder ces programmes qui sont extrêmement bien faits, et donc là je suis optimiste, en tout cas pour les élèves qui prennent cette option, mais sur le fait qu'ils ont une présentation aujourd'hui des problèmes géopolitiques dont nous avons parlé, qui est très précise et très bien faite. Sur le débat des retraites, moi, effectivement, on peut craindre que le débat sur le réarmement pèse quelque peu sur le conclave qui est réuni en ce moment, dans le sens, en tout cas, qui a été indiqué par le Premier ministre, d'un maintien des équilibres. Ça me semble légitime. Mais peut-être qui risque d'escamoter tout simplement le débat. Et donc, on risque d'avoir simplement une fin de non-recevoir aux décisions, suggestions qui pourraient sortir de ce conclave. Et donc, le débat des retraites soit escamoté. À moins que, comme dans une récente émission sur les référendums, il soit question de passer par le référendum. Mais sur les retraites, personnellement, je suis assez réservé. Je suis du même avis que Jean-Louis sur ce sujet. Je pense que l'inconvénient des référendums, c'est qu'on est obligé de donner une réponse binaire, et qu'on les perd aussi, et que la réforme des retraites ne s'y prête pas. Je vous en prie. Bien, bonjour, merci pour cette émission. Je vais commencer par dire que je partage le désarroi de mon concitoyen sur les questions de ce qu'on peut faire. Ma question est
est dédiée d'abord à Nicolas Bavrez, mais tout autre commentaire est bienvenu. Dans votre intervention sur le second sujet, vous avez dit qu'au fond, peut-être y aurait-il un espoir d'un nouveau contre-pouvoir qui émerge aux États-Unis venant du peuple américain lui-même, au nom des principes et des valeurs de liberté et de vérité. Et je peine un peu à me convaincre de cette idée-là, et je me demande s'il n'y a pas plusieurs conceptions qui existent de ces deux idées, de la liberté et de la vérité. On s'en rend compte pour la liberté quand on regarde le débat sur la liberté d'expression, par exemple, qu'on a des notions tout à fait différentes de nos camarades de l'autre côté de l'Atlantique. Et sur la vérité, si on considère que c'est un principe auquel on arrive après et non pas avant des valeurs communes, alors là aussi, on peut penser qu'il y a différentes façons de la définir et de la considérer comme stable et légitime. Et à ce titre, j'ai plutôt le sentiment, quand on regarde l'Amérique, mais aussi l'Argentine et d'autres pays avec des trajectoires politiques similaires, que c'est souvent au nom de la liberté et de la vérité, en tout cas d'une certaine conception de ces deux mots, que les leaders politiques aujourd'hui élus ont du succès. Est-ce que vous pourriez étayer votre propos sur cette question? Merci. Nicolas Bavrez. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison de dire que cette révolution américaine conservatrice, elle se prétend être elle explique avec des gens comme Peter Thiel que la démocratie aujourd'hui est devenue un problème pour la liberté. Et donc, elle se fonde effectivement sur une conception de la liberté qui assume une contradiction avec la démocratie. Et c'est vrai que c'est le problème que pose Orban, par exemple, en Europe, avec sa conception de la démocratie illibérale. Alors, quel est le fondement de l'opposition? C'est-à-dire que ces dirigeants, qui sont des hommes forts, expliquent que parce que toute la souveraineté, et que la démocratie, ce serait la souveraineté du peuple et que c'est un principe absolu. Et donc, dès lors que le peuple a donné son verdict, eh bien, celui qui est élu détient entièrement la souveraineté et peut faire ce qu'il veut sans aucune limite. Or, la démocratie, on revient à ce qui a été dit sur la séparation des pouvoirs, la démocratie libérale, et qui, à mon avis, est la seule, contrairement à ce qu'on peut dire, elle repose sur plusieurs principes. Il y a évidemment le suffrage universel, il est très important, et il faut qu'il puisse s'exprimer librement. La deuxième composante, qui est tout aussi nécessaire, c'est l'état de droit. C'est ce qu'on a rappelé, c'est-à-dire que l'élu, y compris aux États-Unis, il est normalement soumis, et ce qu'on avait dit jusqu'à Trump, il y avait une forme de religion de la Constitution. La différence avec les prédécesseurs, c'est que Nixon a pu penser le pire du Congrès des juges, etc. Mais il n'empêche que le Watergate, il a fini par se plier aux juges. Et que George Bush, avec le Patriot Act également, il y a des pans entiers qui ont été annulés par la Cour. Là, on a la revendication d'un pouvoir absolu au-dessus de celui des juges. Et la troisième chose, c'est que pour que la démocratie fonctionne, vous avez un principe de modération, ça c'est Tocqueville, avec le fait que la minorité accepte que la majorité gouverne et que la majorité n'opprime pas la minorité. Et ce sont ces principes qui sont remis en cause. Et c'est pour ça que si cette révolution conservatrice américaine se poursuit, elle fera basculer les États-Unis vers la démocratie libérale. Et c'est pour ça que, quoi qu'on en dise, je pense que je vois bien l'impact que va avoir cette révolution. Et effectivement, vous avez raison de dire que elle est très bizarre parce que pour Milley comme pour Musk, vous voyez qu'on a des gens qui sont à la fois autoritaires et libertariens. Ce qui paraît tout à fait contre-intuitif. Et toute la big tech américaine, aujourd'hui, elle est dans la démocratie libérale, mais en même temps, elle s'est nourrie de l'État, puisque le GAFAM est quand même en lien direct, a été créé et a été mis en dehors de toute vraie régulation par le système des agences militaires et de sécurité américaines. Donc, je vois bien
que cette révolution conservatrice va effectivement marquer beaucoup de points, qu'il y aura une énorme tentation, notamment en Europe, que des gens comme Netanyahou, comme Orban, comme Madame Meloni, comme Milei, qui s'en réclament, ont le sentiment d'avoir le vent en poupe. Moi, je maintiens que, quitte à être effectivement désespérément ancré dans le vieux monde, que cette promesse de démocratie libérale, elle est bien illibérale et hostile à la liberté, mais elle n'est pas démocratique. Elle n'est pas démocratique du tout, parce que précisément, mais si vous voulez, c'est ce qui fait la grandeur et la fragilité de la démocratie. C'est un régime très compliqué qui repose aussi sur la vertu et la raison des citoyens, et c'est un régime qui ancre la liberté sur des abstractions. Et donc, à partir du moment où elles sont mises en doute et elles sont fracassées par des hommes forts, ça peut céder. Mais il n'empêche que, et c'est pour ça qu'il y a un rôle historique de l'Europe, cette conception de la démocratie avec la souveraineté populaire, le suffrage universel, l'état de droit et un principe de modération des mœurs, c'est la seule vraie démocratie, contrairement à ce qui est dit. Marc-Olivier Padis. Oui, je partage votre inquiétude sur ce décalage entre Europe et aux États-Unis autour de la question de la vérité. On se souvient du discours de Vance disant que l'Europe est en pleine décadence parce qu'elle ne veut plus respecter la liberté d'expression des citoyens, alors qu'aux États-Unis, ils ont une conception beaucoup moins restrictive de la liberté d'expression, mais qui se résout, on voit bien avec Musk, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison au bout du compte. Donc il y a un moment où ça ne marche pas, et je pense que le peuple américain, au bout d'un moment, va finir par trouver les anticorps qui lui manquent jusqu'à présent. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est plutôt, c'est aussi le fait que nous, on est habitués à raisonner dans des coordonnées où on pense que les réflexions doivent avoir une certaine cohérence ou une certaine logique. Et en fait, on a affaire avec Trump, mais aussi des gens qui sont autour de lui, à des gens pour qui la notion de logique ou illogique, cohérent ou incohérent, digne ou indigne, n'ont pas le même sens que pour nous. Par exemple, on disait que Trump dise que l'Europe a été faite pour entuber les États-Unis, alors que les États-Unis ont extraordinairement profité du développement de l'Europe ou de l'OTAN, c'est complètement contradictoire. Mais c'est contradictoire pour nous parce qu'on est formé comme ça de façon cartésienne, et ça a peut-être d'autres coordonnées aux États-Unis. En fait, parfois, on a l'impression que nous, on croit à la boxe et eux, ils croient au catch. Je ne sais pas si vous vous souvenez des mythologies de Roland Barthes. Le premier article des mythologies, c'est sur le catch, où Barthes explique bien, c'est pas les gens y croient bien que ce soit faux, c'est parce que c'est faux que les gens y adhèrent. Alors moi, je suis incapable de rentrer dans ce type de raisonnement, mais Barthes décrit ça de façon très brillante. Alors, malgré tout, une note d'optimisme. On commence à voir des retours donc de députés américains qui retournent dans leur circonscription et qui sont interpellés par leurs électeurs, où ils se font quand même sérieusement reprendre. Et notamment par des vétérans. Il faut quand même qu'on ait en tête que les vétérans militaires aux États-Unis, là on parle plus de la Seconde Guerre mondiale, on parle de l'Irak et de l'Afghanistan. C'est des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont revenus souvent blessés, parce que c'est des guerres où les guerres modernes font moins de morts mais plus de blessés, qui sont mal couverts par l'assurance maladie et leur mutuelle, et donc qui sont absolument hors d'eux du fait que Musk démantèle des programmes fédéraux de soutien des vétérans, ce qui est quand même politiquement complètement suicidaire. Et donc, il y a un moment où les députés, les représentants américains retournent devant leurs électeurs, et là, ils passent quand même des mauvais moments. Donc, je reste quand même optimiste sur le fait qu'il y a aux États-Unis un monde culturel, un monde académique, un monde associatif, une société civile qui a toujours existé, là qui est atone, mais qui finira par se réveiller un jour. Oui, je crois que sur le fond, il faut bien mesurer l'ampleur du fossé entre les deux conceptions de la liberté, entre les libertariens et les libéraux. Les libertariens sont des gens qui considèrent que celui qui peut s'exprimer a toute liberté
de le faire. C'est donc, ça revient à donner le pouvoir de s'exprimer au plus fort. Et Trump, de ce point de vue-là, est parfait. Parce que le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir politique. Le plus fort, c'est celui qui contrôle les juges. Le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir financier. Le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir de l'information. Et le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir technologique. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, il y en a, comme disent autres, il y en a qui creusent et d'autres qui regardent. Et là, nous avons affaire à un pouvoir qui est totalement hostile à une véritable liberté. Ce qu'a dit Vance de ce point de vue-là à Munich est scandaleux. Le libéral, c'est celui qui protège le locuteur, qui estime que chacun a le droit de s'exprimer, mais que ça implique des garanties juridiques assez précises dont nous sommes les défenseurs. Je voudrais dire un mot sur les fake news, les fake information. Il y a un truc qui m'a profondément choqué chez le président Trump. Vous savez que je suis un vieux patriote français, et c'est ce qu'il a dit en disant que l'article 5, il faudrait beau voir que les Français manifestent de la solidarité à l'égard des Américains si les Américains étaient menacés dans leur existence. Alors je dirais que quand même, il faut pas exagérer, parce que non seulement nous manifestons de la solidarité, nous avons adhéré à faire jouer l'article 5 au moment des Twin Towers, mais que diable, nous avons joué un rôle décisif dans la naissance des États-Unis d'Amérique. Moi, je veux saluer la mémoire du comte de Rochambeau, qui a été Lafayette, bien sûr, mais Lafayette, c'était involontaire et une escouade, mais on a déplacé des unités militaires extrêmement importantes qui ont été remises au commandement de Rochambeau, lui-même placé sous l'autorité stratégique du général Washington, et avec en appui l'amiral de Grasse, qui a bloqué sur le Chesapeake la flotte anglaise. Rochambeau, qui était un militaire très doué, a convaincu Washington de changer ses plans. Washington voulait mettre plein feu sur New York, et Rochambeau l'a convaincu qu'il fallait d'abord libérer la Virginie. D'abord le Sud. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont gagné la bataille de Yorktown sur les bases de ce qu'avait voulu Rochambeau, avec De Grasse qui a bloqué les troupes de Cornwallis, de l'anglais, qui n'ont pas pu échapper. Et c'est la victoire décisive qui a permis la naissance des États-Unis. Je crains simplement non pas d'être très savant en matière d'histoire américaine, mais d'être sans difficulté beaucoup plus savant en histoire américaine que le président des États-Unis. Richard Verly. Un mot, ça ne vous étonnera pas, pour défendre le référendum. Moi, je suis effaré, mais effaré, par la mauvaise presse que le référendum a dans l'élite politico-médiatique française. Parce que je constate que les Français le veulent. Alors, pardonnez-moi, mais si les Français, à 80% selon les sondages, veulent être régulièrement consultés, veulent pouvoir se prononcer sur des sujets de société, sur des sujets décisifs, donc ça veut dire que, je n'ai pas d'autre mot, l'élite politico-médiatique pourrait leur refuser ce droit au nom de la démocratie éclairée. Eh bien, je suis fondamentalement en désaccord avec ça. Je pense qu'il est possible, je dis pas qu'il faut le faire, mais qu'un référendum en France, sur les retraites, ce serait possible. Je pense que le référendum exige de la pédagogie. Il exige une chose, je l'ai souvent dit, mais je vais le répéter, c'est-à-dire le serment politique de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, qu'elles respecteront scrupuleusement le résultat de ce référendum. Et cela ne veut surtout pas dire que le référendum est le seul moyen pour le peuple de s'exprimer. Et d'ailleurs, le système suisse est beaucoup plus compliqué que la démocratie directe. Quelle question poserais-tu sur la retraite? Quelle question poserais-tu? Doit-on partir à 64 ans? Ah ben ça, voilà le type même de la mauvaise question. La suite, à vous de juger. La suite au prochain numéro. Je vous remercie. Je remercie l'école alsacienne. Je remercie Arnaud Galabé et Christian Sory qui ont assuré l'enregistrement et les questions de cette séquence. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre thématique sur la Pologne avec Pierre Buller. Merci beaucoup.